Comme un étudiant, quand j'ai participé aux séances comme ça, j'ai toujours espéré que le lecteur va me révéler le secret, le récépit, comment faire un film qui serait accepté par le public et par les critiques. J'étais toujours déçu, toujours. C'est très très simple. Dites la vérité sans être ennuyant. C'est tout. C'est si simple et c'est garanti. C'est absolument garanti. Ouais. Ah bon? Mais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la vérité, dans la plupart, dans la majorité, la vérité est très ennuyante. Vous devez dire la vérité que personne ne sait pas encore. Découvrir une vérité, c'est très très rare. C'est possible, mais c'est tellement rare. C'est comme de découvrir une nouvelle comète. C'est possible, mais c'est très très rare. La deuxième façon, c'est déjà plus possible de dire la vérité qui est surprenante parce qu'on l'a bloqué, parce que c'est la vérité pas tellement plaisante. C'est pas la vérité qu'on veut entendre. On l'a bloqué de la tête. Vous le dites et elle est surprenante. Et la troisième façon, comment dire la vérité, être surprenant, c'est assez banal, mais ça marche, ça marche. De dire la vérité banale, mais de la dire d'une façon surprenante, d'une façon nouvelle, d'une façon amusante, d'une façon qui est excitante. Vous pouvez prendre une citation très banale. Ouais? Il y a un type très riche, 60 ans. Je vous raconte une histoire vraie, c'est vrai. Et il est marié avec une femme très jeune, 30 ans. Et il rencontre un nouveau associé de business. Et il veut l'impressionner. Il veut l'impressionner. Alors il l'amène chez lui. Et déjà, comment il marche? Dans le jardin, il voit par la fenêtre que sa femme, dedans, fait l'amour avec un jeune homme étranger. Et quelle sera la réaction? Et le mari, finalement, décide de ne pas faire une drame, de prétendre que ça n'existe pas. C'est tout. Si je vous dis ça comme ça, oui, ça peut se passer, c'est la vérité, mais c'est pas tellement excitant. Hein. Bon, alors je vous dis la même histoire. Cet homme, assez âgé, a un meeting de business avec un nouveau client. Et il mange, il boit, il devient sous. Et il veut impressionner son nouveau client. Alors il dit, viens, je te montre que j'ai ce que j'ai. Tu vois cette maison? Ma maison. Il marche dans le jardin. Dans un coup, par la fenêtre, il voit sa femme en faisant l'amour avec un étranger jeune. Tu vois cette femme? C'est ma femme. Tu vois cet homme? C'est moi. C'est la même histoire.
Alors, c'est tout. C'est le récépit garanti. Et tous est vraiment dans le scénario. La base de chaque bon film, et c'est toujours le scénario, l'écrivain. Sans bon écrivain qui peut écrire l'histoire d'une façon surprenante, les caractères intrigants, intéressants, amusants, les vedettes ne sont pas créées, les metteurs en scène ne sont pas créés. C'est toujours l'écrivain. C'est où tout commence. Qu'est-ce qu'on raconte et comment il raconte ça. Toutes les innovations techniques sont fascinantes pour les premières 10 minutes. Après 10 minutes, vous commencez à se demander alors bien qui va ouvrir la porte, qu'est-ce qu'il va ou elle va dire, quelle est l'histoire. Écoutez, si cette pomme n'a pas tombé sur la tête d'Isaac Newton, la gravité serait toujours là. Ça serait une question d'un jour, d'un an, de 10 ans, quelqu'un d'autre va la découvrir. Mais si Shakespeare n'a pas écrit Hamlet n'a pas existé jamais. Jamais. On serait tellement plus pauvre. Quand j'ai commencé dans mon pays d'origine, en Tchécoslovaquie, dans cette époque, maintenant c'est République tchèque et slovaque. Non, j'avais cette ambition d'écrire, parce que j'ai compris que c'est la base. Un jour, c'était après mon divorce, j'étais seul, je suis rentré chez moi à Prague au milieu de la nuit, 2 heures le matin, et je vois une jeune fille avec une valise se promène. Et j'ai trouvé qu'elle est venue à Prague de rencontrer un jeune monsieur qu'elle a rencontré dans une petite ville où elle vit normalement. Et il a tombé amoureux d'elle et il a demandé, elle doit lui rencontrer à Prague. Il a donné l'adresse. Alors finalement, elle a dépensé la nuit avec lui. Et une semaine prochaine, elle va à Prague de le chercher. De ce moment, on a commencé à penser, c'était le début de scénario pour le film que je faisais en Tchécoslovaquie. Quand je suis venu en Amérique, j'ai trouvé une situation assez différente. J'ai trouvé que de fonctionner comme un auteur, comme un écrivain, 100%, vous vraiment pouvez seulement dans la langue que vous avez digérée comme un enfant et comme un teenager, adolescent. J'ai commencé à concentrer sur les adaptations des romans, des pièces de théâtre, des musicales. Et il y a 2 façons comment faire l'adaptation. Ou vous pouvez illustrer le roman, ou photographier la pièce de théâtre, ou vous pouvez prendre un roman ou une pièce de théâtre et de créer une nouvelle vision cinématographique. Parce que ce qui est propre pour la littérature n'est pas nécessairement propre pour le cinéma. Dans le livre de Volodymyr de Coucou, tout livre est écrit par les yeux subjectifs de cet Indien schizophrénique. Alors, comment il voit le monde autour de lui? Alors, vous voyez la Big Nurse se promène avec des wires, comment est-ce qu'on dit? Des fils. Des fils qui se dans son cheveu. Comment est-ce qu'on dit? La vapeur
sortant de sa narine, il y a vapeur partout et tout est un peu distorté. Si vous mettez ça à l'écran, ça serait, pour moi, pour mon goût, vous pouvez le faire, mais pour mon goût, ça serait ridicule. Alors, on a pris l'histoire de base de son livre, les événements, les caractères, mais pour raconter cette histoire, il faut user votre propre vision cinématographique, comment le faire. Et comment tu travailles? Tu as toujours travaillé avec des collaborateurs, Jean-Claude Carrière, Buck Henry ou en Tchécoslovaquie, Passer, Papoussek. Comment tu conçois le travail sur le scénario à 3 ou à 2? Comment ça se passe concrètement? Chacun séparément ou tous les deux ensemble? Non, moi, je préfère de travailler ensemble. Pour moi, la collaboration sur le scénario, c'est la moitié de la mise en scène. C'est la moitié de la mise en scène. Parce qu'on joue tous. Je veux travailler avec quelqu'un avec qui on peut jouer toutes les scènes, de dire tous les dialogues, de les jouer entre nous, que mon oreille peut juger si ça sent vrai ou pas. Parce que c'est très souvent ce qui se passe. La ligne de dialogue que vous lisez peut vous sembler absolument propre et vraie. Quand vous la écoutez, c'est faux. Mais qu'est-ce qui se passe pour ton dernier film, Larry Flint? Pour la première fois, on t'a déposé un scénario qui était déjà écrit. C'est la première fois que ça t'arrivait. Oui, mais après, quand je lis le scénario, la première, j'étais absolument... j'adorais le scénario. Très bien, très bon scénario. Mais la première demande, c'était alors maintenant s'asseoir, et maintenant, on va de première page jusqu'à dernière page avec moi, et on va examiner chaque ligne, chaque scène, chaque mot, si c'est quelque chose que je sais quoi faire avec ça, que je peux entendre, je peux le voir, les scènes et tout ça, que ça convient à moi, à ma sens de réalité de ce film. Je me sens drôle d'écrire tous dans le scénario, après de venir dans la réalité et commencer à changer la réalité. Alors, si je tourne la scène ici, et je dis, là-bas, il y a 3 personnes. Et je vois, il y a 6 là-bas. Alors 3, il faut tuer. Oui? Les arbres là-bas. Ici, il est écrit s'il y a un grand arbre, il y a là-bas 3 petits. Alors, éliminez les 3 petits et mettez un grand. Je n'aime pas ça. Je préfère d'aller dans la réalité et accommoder le scénario à la réalité. Ton premier film a été un documentaire. C'était le concours, c'est sur des auditions de chanteurs. Oui. Et ensuite, tu es passé à la fiction, mais il y a toujours dans tes films une part de spontanéité presque documentaire, c'est-à-dire de saisir un moment qui se passe et qui n'est pas totalement prévu. Donc, est-ce que ce goût que tu as pour une sorte de semi-improvisation, est-ce que c'est lié à cette première expérience que tu as faite? Tu sais, Michel, c'est une chose intéressante quand on a étudié dans cette époque en Tchécoslovaquie, que vraiment la provocation, l'inspiration de cinéma qui existait, c'était pas vraiment de suivre les grands. Notre ambition n'était provoquée par William Wyler, John Ford, Eisenstein, René Clair, Marcel Carné. Non. Notre ambition était nous était provoquée par la stupidité absolue des films produits par cette époque dans les pays, comment est-ce qu'on dit, entre guillemets, socialiste réalisme. C'était notre inspiration de faire
tous au contraire, parce que tout ce que ces films, si vous, peut-être, je ne sais pas, vous avez vu quelques... C'est le mensonge sur le mensonge sur le mensonge. Tout est artificiel, rien n'est vrai. Alors, pour nous, la réaction est réelle sur l'écran. Le premier film que tu as parlé, Concours, c'était plutôt documentaire, où rien ne me fascinait plus que seulement voir le visage normal, réel sur l'écran. C'était tellement rafraîchissant, c'est comme de trouver l'or dans votre chambre. Ouais. C'était la raison principale. Alors justement, c'est important dans le métier de cinéaste parce que, contrairement à la poésie ou à la peinture, on est tout de même en rapport avec une structure, une organisation. En Tchécoslovaquie, c'était l'État, c'était la production d'État. En Amérique, c'est les compagnies privées. Mais dans les deux cas, il y a des contraintes. Alors comment un artiste arrive à se frayer son chemin individuel par rapport à ces pressions? Les pressions sont partout. La pression dans la société où j'ai vécu, en Tchécoslovaquie, société communiste, c'était la pression idéologique. Pas du tout la pression commerciale. Si vous êtes d'accord d'accepter la pression idéologique et faire des films comme la idéologie officielle vous demande, vous êtes libre de dépenser combien vous voulez. Je dois vous dire, je préfère absolument la pression commerciale que la pression idéologique. Parce que la pression commerciale est dictée par votre goût, par le goût d'audience. Au contraire, la pression idéologique est dictée par le goût d'un idiote. Que le cinéma est le seul qui peut vous donner les moments irrépétables, absolument fraîches. Et ça, on peut vraiment provoquer par l'improvisation. C'est pas facile parce que l'improvisation, 90% de l'improvisation est ennuyant à mourir. Mais le 10% peut être tellement excitant et tellement spécial, tellement unique que ça, it's worth it to try. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pour se protéger contre l'ennui d'improvisation, il faut que vous ayez un scénario précis, absolument précis. Si vous n'avez pas le scénario, l'improvisation va mal, vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Aussi, c'est pas facile de trouver des acteurs qui sont capables d'improviser pas comme... J'avais une expérience incroyable, peut-être la meilleure dans ma carrière avec Woody Harrelson et Courtney Love dans mon dernier film. La capacité d'improviser pas comme Woody Harrelson et Courtney Love, mais improviser comme les caractères, comme Larry Flint et Althea Flint, était formidable, formidable. Alors quand vous trouvez les acteurs comme ça, quand vous pouvez trouver dans le scénario les scènes qui vous permettent de les encourager à improviser, c'est fabuleux. Vous savez de quoi il s'agit dans la scène, mais après on les a laissés improviser. Et on a fait, comment est-ce qu'on dit, Les deux caméras. Les deux caméras comme ça, et on les laisse. On les laisse. Et chaque cadre a duré 10 minutes. 10 minutes. De ces 10 minutes, on coupe 1 minute. Et 1 minute qui vraiment pour moi est formidable. Ouais. Mais dans les films tchèques, il semble qu'il y avait peut-être plus d'improvisation. Dans Les Amours d'une blonde, par exemple, la scène du bal. Oui. Ou Au feu les pompiers. Non, Au feu les pompiers, c'est drôle. Au feu les pompiers, il y a très peu d'improvisation. Mais Les Amours d'une blonde, oui, la scène, les 3 soldats sur la table, quand ils parlent, comment aller d'après ces filles là-bas, comme ça. Oui, oui, c'était... De nouveau, c'est beaucoup plus facile d'improviser quand vous avez les 3 soldats s'assoient.
qu'il criss-cross de caméra de nouveau, et maintenant les laisser parler. Oui. Si on improvise, les acteurs se bougent comme ça, et le caméraman ne sait pas parce que c'est improvisation, à qui va suivre, vous finirez avec rien, très souvent. J'ai utilisé ça aussi dans le vol au-dessus d'un nid de coucou, où on a comment est-ce qu'on dit, des patients. Des malades, oui. Des malades comme ça, et il y a toujours une scène entre la big nurse et un patient. Et un malade. Un malade. J'ai mis la caméra principale l'acteur qui était dans ce prix, le principal, et je disais à l'autre, mais l'autre caméra va balader comme ça, vous ne savez jamais quand vous êtes sûr. Alors s'il vous plaît, restez attentifs, restez dans la rôle. Les acteurs ne se sentaient absolument, chaque acteur ne se sentait absolument centre de mon attention, ce qui est toujours un peu énervant, mais de l'autre côté, ils sont toujours restés dedans et ils se sont détendus. Et la caméra a voyagé comme ça et a rapporté des moments vraiment formidables. En décrivant le scénario, est-ce que tu penses à un comédien qui va jouer le rôle, par exemple Nicholson, dans Au-dessus d'un nid de coucou? Avant que j'ai la première version de scénario sur laquelle moi j'ai collaboré, non, je ne veux pas penser aux distributions, aux acteurs, pas du tout. Parce que ça c'est séduisant. Très souvent, j'ai Tom Cruise, j'ai Jack Nicholson, j'ai je ne sais pas qui, il va le faire, je peux imaginer qu'il va le faire. Et vous acceptez les choses qui ne sont pas vraiment bien réfléchies dans le scénario. Ouais. Quels sont tes critères pour le casting, c'est-à-dire pour le choix? Une fois que le scénario est écrit, les personnages sont écrits, comment ça se passe? Tu fais des interviews, des lectures, ou pour choisir le comédien qui va convenir au rôle? C'est la deuxième partie la plus importante de mise en scène. La première, c'est influencer le scénario. Et la deuxième, la chose plus importante, c'est le casting. Parce que c'est finalement, vous pouvez avoir un scénario formidable, vous pouvez être un metteur en scène très doué, avec beaucoup de talent, mais ce sont les gens sur l'écran que l'audience ou croit ou croit pas. Je vous dis une chose. Je fais beaucoup des essais, beaucoup de lecteurs et beaucoup de screen tests, parce que c'est le temps le plus valable pour les acteurs de créer ces rôles. Avant qu'on les offre la rôle. Parce que dans cette époque, quand ils font des lectures, avant qu'ils savent, ils sont le plus ouverts à vous, parce qu'ils luttent pour la rôle. Le moment où vous êtes alors, la rôle est à toi, tu es signé, des acteurs ou des actrices même commencent, et maintenant commencent à chercher des certitudes dans ses passés, comment faire la performance, pour jouer. Alors ils sont le plus ouverts de vous donner ce que vous voulez, de former le caractère quand on fait des essais. C'est pourquoi je dois dire, on me demande comment tu travailles avec des acteurs pendant le tournage. Je ne travaille plus. Je ne travaille plus. Ils sont comme des chevaux en courant. L'autre critérium, c'est les personnalités. Qu'on fait la orchestration des personnalités. C'est très important, à un certain moment, de choisir les acteurs et les actrices pour les petits rôles. C'est plus important que de choisir des acteurs principaux. Parce que l'acteur principal, normalement, il a beaucoup d'espace dans le film de vous séduire, de faire l'impression à vous, de vous faire l'aimer, le détester, qu'est-ce qu'on a besoin. Mais les petits rôles,
ils n'ont pas beaucoup d'espace. Il faut que ces acteurs et les actrices font l'impression très vite et très fort. Ce que me rend fou, moi, quand je vois un film, et ils se tous ressemblent. Quelqu'un est sur l'écran pour 1 minute, disparaît pour 20 minutes, reviendrait, et je ne sais pas, c'est le frère ou c'est le menuisier, parce qu'ils se ressemblent. Oui. Non, il faut toujours orchestrer très bien les visages, les personnalités des acteurs et des actrices pour les petits rôles, que tout de suite, vous savez avec qui vous avez quelque chose à faire à l'écran. Mais le critérium de la base, c'est je crois ou je ne crois pas ce que je vois devant mes yeux. Est-ce que tu aimes faire beaucoup de prises ou est-ce que tu penses que l'acteur est souvent meilleur en première prise, deuxième prise? Si vous choisissez vos acteurs bien, vous ne devez pas faire beaucoup de prises. 2, 3, 4 prises, ça suffit. Si vous se trompez, hein, ça serait difficile. Non, je n'aime pas vraiment faire beaucoup de prises, spécialement quand vous essayez d'improviser, parce que plus de prises vous faites, plus vous sentez la répétition qui, la spontanéité s'en va. La caméra chez toi est, comme d'ailleurs dans le cinéma américain en général, la caméra n'est pas une vedette. C'est-à-dire que les effets de caméra, ça ne t'intéresse pas. En même temps, tu accordes une grande importance, évidemment, à la prise de vue. Tu as même pris longtemps le même chef opérateur, depuis la Tchécoslovaquie, Miloslav Andricek. Oui. Alors, comment tu travailles avec le chef opérateur? Parce qu'il y a des films qui demandent un très grand travail, par exemple, je pense à Amadeus, où il y a un travail considérable sur les lumières, les éclairages, etc. D'abord, je dois dire que si vous avez l'histoire qui est forte, la caméra peut être timide. Si vous avez l'histoire vague, intéressante, je ne dis pas que c'est mieux que l'autre. La caméra doit faire la magie. Hein? Mais si vous avez une histoire qui est forte par elle-même, la magie de caméra peut même travailler contre vous. La simplicité, c'est la meilleure. La relation entre metteur en scène et caméraman est intéressante parce que de la base, nous sommes les plus grands ennemis. Si le caméraman est perfectionniste et si le metteur en scène est perfectionniste, c'est presque impossible de collaborer. Parce que l'idéal pour le caméraman, c'est de faire les films sans acteurs, où rien ne bouge, où tout peut être parfaitement éclairé, préparé. Et c'est vraiment chaque frame, Plan. chaque Cadrage. chaque cadre peut être qu'un grand tableau sur votre mur. Ouais. Pour moi, le film idéal, c'est fait sans le caméra, sans le caméraman. Parce que la caméra toujours intimide des acteurs, limite. Alors, vous voyez, il faut trouver compromis. Musique aide énormément. J'adore quand je peux avoir la musique avant que je commence le tournage. Et j'avais assez heureux à voir ça avec Air, avec Amadeus. On avait la musique avant. Parce que d'abord, ça inspire, ça vous aide à penser musique. Et ça vous donne le rythme déjà quand vous êtes sur le plateau pendant le tournage.
de collaboration avec les compositeurs, je dois vous dire, ils sont plus fous que les joueurs au chèque. Je comprends, je ne peux pas parler aux musiciens. Je ne les comprends pas. Je me rappelle quand on a fait au Volontiers la dernière de Coucou, Jack Nitzsche, le compositeur. Bon, je savais que la musique doit sauver la fin du film. Si la musique là-bas n'est pas juste, le film, ça serait désastre. Alors, bon, qu'est-ce que tu fais? On a mis la valise sur la table, il a ouvert la valise. Et de la valise, il a commencé à prendre des dizaines de verres. Bon. Alors, je suis là-bas, au coin. Jack, regarde. Est-ce que je peux avoir l'eau, s'il te plaît? Alors, je l'apporte un verre de l'eau. Mais qu'est-ce qu'un verre de l'eau? J'ai besoin d'un canistre de l'eau. Bon, alors, on a pris un canistre de l'eau. Et le vieil homme commence à remplir toutes les verres avec l'eau. Et après, il a commencé à jouer. Plus tard, il a ajouté, je ne sais pas, comment est-ce qu'on dit, electrical saw. La scie électrique. La scie électrique, un drame, quelque chose. Batterie. Et c'était tout. C'était la musique et c'est fabuleux. Le cinéma et la musique et le dialogue, c'est un mariage parfait. Ça ne dérange, au contraire, c'est la vérité. La musique peut augmenter le pouvoir des paroles. Alors, c'est... Est-ce qu'on pourrait voir, justement, puisqu'on parlait d'Amadeus, que Amadeus est un peu une métaphore de Hollywood? C'est-à-dire que Mozart, c'est comme un employé d'un grand studio hollywoodien. Oui, je crois, vous pouvez dire ça. Oui. Non, on n'a pas fait le film pour cette raison. Non, mais quand l'empereur dit trop de notes, oui, trop de notes. C'est comme le producteur qui dit trop long. C'est toujours comme ça, oui. C'est toujours comme ça, trop long. Il faut couper. Oui, oui, oui. Alors, merci beaucoup, merci à tout le monde.